Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce 5e webinaire de CJBAT qui portera aujourd'hui sur le prix et les marchés des énergies. Pendant cette heure et demie que nous allons passer ensemble, vous allez pouvoir poser toutes vos questions sur le chat auxquelles nous répondrons à la fin de chaque grand module. Pour les questions auxquelles nous n'aurions pas le temps de répondre en direct, ce qui est possible, nous reviendrons vers vous avec des réponses ultérieurement. Nous allons vous demander de participer aussi tout au long de cette présentation au travers de quelques sondages qui s'afficheront au fur et à mesure. Vous pourrez y répondre dans le chat à droite de votre écran. Pour information, ce webinaire est enregistré et vous pourrez avoir accès au replay via un lien qui vous sera envoyé par la plateforme Webikeo à l'issue de cette heure et demie. Ceci étant dit, donc, cette présentation va se faire à deux voix. Donc, je me présente, Héloïse Poss. Je suis référente efficacité énergétique chez GRDF au sein de l'équipe CJBAT. Et je serai accompagnée aujourd'hui par Alexis Antonioz, spécialisé en achat d'énergie chez le bureau d'études Énergie 3 ProWatt, qui va vous faire profiter de son expertise et son expérience sur les marchés énergétiques. On va pouvoir lancer la présentation. Alors, le contexte du marché des énergies est très mouvant et est fortement influencé par les décisions politiques nationales ou internationales. Vous trouvez ici un florilège de différents articles de presse qui datent de ces dernières années, donc plus ou moins récents. Vous y retrouvez du coup des annonces sur la fin du gaz. Donc pour information, le gaz n'est pas mort. Sur la fin des chaudières fuel, sur l'évolution des activités d'EDF ou sur l'évolution de la taxe carbone. Vous voyez que tous ces éléments influencent forcément sur les marchés en les tendant ou en les détendant et peuvent faire augmenter ou diminuer le prix des énergies. Donc le marché énergétique est très mouvant, peut évoluer très rapidement. Voilà pourquoi il est très important que vous ayez toujours en tête les prix les plus à jour des énergies afin de conseiller au mieux vos clients pour qu'ils puissent accéder au tarif le plus avantageux pour eux en fonction de leurs besoins et contraintes internes. Cette présentation va s'organiser autour de 5 modules. Donc, tout d'abord, nous allons revenir sur les fondamentaux des énergies et des marchés. Puis, nous irons un petit peu plus loin dans le détail sur le marché de l'électricité et celui du gaz naturel dans le module 4. Et nous finirons par une présentation de l'outil d'Enerprix, qui est un outil d'estimation de prix des énergies et de projection aussi dans la durée, qui a été développé par l'association de bureaux d'études ICO. Je vous rappelle encore une fois qu'il est possible de poser toutes vos questions dans le chat et nous y répondrons donc à la fin de ces différentes grandes séquences. Alors, je vais maintenant passer la parole à Alexis Antonioz. On va aborder de nombreuses fois le sujet de l'énergie aujourd'hui, mais plusieurs notions se cachent derrière ce terme. Alexis, est-ce que tu peux nous préciser aujourd'hui de quoi nous allons vraiment parler quand nous parlons d'énergie ? Oui, tout à fait. Merci Héloïse. Donc ce premier module, appelé le fondamentaux sur les énergies, va nous permettre de définir les notions lorsque l'on parle d'énergie. Alors, comme je le disais, quand on parle d'énergie, de quoi parle-t-on ? Tout d'abord, on va retrouver ce que l'on appelle l'énergie primaire. C'est l'énergie que l'on retrouve naturellement dans l'environnement. Ça peut être le gaz, le pétrole, mais aussi l'éolien ou la biomasse. Cette énergie, elle se trouve naturellement dans l'environnement, mais elle ne peut pas être utilisée en l'état. On va donc confier à la fois sa transformation et son acheminement à des professionnels. Et on va alors retrouver ce que l'on appelle l'énergie finale. L'énergie finale, c'est celle qui est délivrée chez le client, chez l'utilisateur final. On retrouvera ensuite l'énergie utile. C'est l'énergie dont vous avez réellement besoin en tant qu'utilisateur. En effet, si on met des notions derrière ça, on va par exemple, pour parler de l'énergie finale d'électricité à 50 Hz, 230 volts, c'est ce que l'on retrouve sur le réseau français, mais cette énergie, elle n'est pas fondamentale pour vous. Ce qui va vous importer, c'est d'avoir de l'éclairage ou de la chaleur. Sur la partie inférieure, sur la partie basse du slide, on va retrouver différents exemples, et ce que l'on voit, c'est qu'en fonction de l'énergie primaire, on n'a pas tout à fait les mêmes, on a plus ou moins d'étapes de transformation et d'acheminement. Par exemple, le minerai d'uranium se trouve naturellement dans le sol, mais n'est pas utilisable directement. On va donc le transformer pour faire de l'électricité. Cette électricité nous servira à l'éclairage ou la chaleur. Par exemple, le pétrole brut non raffiné n'est pas utilisable en l'état. On va donc le transformer
Via un moteur à explosion, on aura donc de la chaleur qui va nous permettre d'avoir une force motrice. Et ce que l'on constate, c'est que le gaz naturel a une particularité. Il peut à la fois être considéré comme une énergie primaire, il se trouve naturellement dans l'environnement, mais c'est également une énergie finale directement utilisable par le consommateur. Une autre particularité du gaz naturel, c'est qu'il se distribue via un réseau qui est extrêmement bien maillé aujourd'hui en France. Et ce réseau, il va avoir plusieurs avantages. Il va permettre de mettre en communication tout d'abord les plateformes d'importation, les sites de stockage et les utilisateurs finaux. Et puis ce réseau va nous permettre aussi de réaliser un tampon et donc de participer au mécanisme du stockage du gaz en France. Donc à ce titre, on va vous poser une première question pour interagir. On le fera tout au long de ce module. Donc à votre avis, quelle est la capacité de stockage en équivalent de temps de consommation en France aujourd'hui? Donc vous allez pouvoir répondre à la question qui va s'afficher dans le chat à droite. Donc quelle est la capacité de stockage en France? Est-ce que c'est 4 jours, 4 semaines, 4 mois ou 1 an? Nous allons prendre quelques secondes pour vous laisser le temps de répondre à la question. Alors j'imagine que la question va bientôt apparaître pour vous. Donc, quelle est la capacité de stockage du gaz en France? Est-ce que c'est 4 jours, 4 semaines, 4 mois ou 1 an? Et donc normalement vous avez une boîte qui apparaît, qui vous permet de sélectionner les différents items. Alors c'est vrai qu'on voit qu'il y a quelques réponses dans le chat. Je pense qu'il y a un petit temps de latence peut-être sur l'apparition du sondage qui devrait apparaître en fenêtre en plus dans le chat. Voilà, donc apparemment la boîte apparaît, donc on va se donner encore quelques secondes et puis on pourra commenter. Oui, tout à fait. Je vous propose qu'on passe Alors moi, j'ai pas la vision des réponses. Je sais pas ce que nous dit la régie à ce sujet-là. Alors moi, j'ai toujours pas la vision des réponses, mais c'est pas grave. Sinon, merci beaucoup d'avoir tous répondu. On fera mieux lors de la prochaine question. Donc, j'ai pas eu vos retours, mais j'imagine que vous avez bien répondu, évidemment. Si ce n'est pas le cas, je vous donne la réponse. Donc, il s'agit de 4 mois de capacité de stockage en France, donc ce qui correspond à peu près à un tiers de notre consommation annuelle de gaz en France, ou une saison d'hiver, globalement, pour que vous ayez un ordre de grandeur. Ce qui nous permet, en fait, ce stockage, il est fait au travers des sites de stockage qui sont répartis sur l'ensemble du pays. Et puis également, on peut stocker du gaz dans le réseau, puisque le réseau de gaz a un volume donné et qu'il est possible de stocker du gaz. Donc le réseau sert aussi de tampon, d'espace de stockage du gaz naturel. Le fait de pouvoir avoir justement un stockage d'une saison d'hiver, ça nous permet d'être beaucoup moins tributaire des risques de tensions géopolitiques externes que nos voisins européens, et du coup d'avoir un approvisionnement en gaz qui est beaucoup plus sécurisé que d'autres pays voisins. Nous allons du coup maintenant voir... Alors si je passe... Non. On peut revenir sur les slides s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc on va voir quelle est la répartition justement du mix énergétique en France. On a parlé d'énergies stockables qui sont essentielles pour assurer le mix énergétique du pays. Alors sur la courbe que vous voyez s'afficher, vous voyez représenter les appels de puissance hebdomadaires des différentes énergies sur une année pour répondre aux besoins du pays. Alors il s'agit des besoins hors transport qui sont représentés ici. Alors ce qui saute déjà aux yeux quand on regarde cette courbe, c'est qu'il y a une vraie différence entre les consommations estivales et les consommations hivernales.
on a un coefficient multiplicateur de 4 entre la consommation minimale l'été et la consommation maximale l'hiver, ce qui permet de conclure sur le fait que déjà la France est un pays extrêmement thermosensible. On a besoin de plus d'énergie l'hiver que l'été, notamment lié au chauffage des bâtiments et des locaux. Et que du coup, on a besoin d'avoir un mix énergétique qui soit flexible pour pouvoir assurer cette différence de demande de puissance et de besoin entre l'hiver et l'été. Et que du coup, il est important de pouvoir avoir recours à des énergies qui sont stockables, comme le gaz naturel qui est représenté en vert, et puis les autres énergies stockables qui sont le bois, les réseaux de chaleur, le GPL et le fioul. Maintenant, si on reprend justement ce qui est représenté sur cette courbe brique par brique, vous pouvez voir donc en bas sur le bandeau bleu les appels de puissance électrique du pays. Donc vous voyez que ce bandeau bleu est très stable. Donc il y a un camailleux de bleu avec en bleu marine le nucléaire, en bleu turquoise les importations-exportations, tout en bas du graphique. Et puis si on remonte un petit peu, la mobilisation du thermique et des ENR, donc l'hydraulique, le PV, enfin le photovoltaïque pardon, et l'éolien. La production d'électricité n'est pas stockable et on doit toujours l'adapter à la demande de manière instantanée afin de pouvoir répondre aux besoins de puissance de manière instantanée justement. Et la flexibilité du réseau électrique est réelle mais limitée, et vous voyez justement que c'est un bandeau qui est relativement stable. On peut allumer des tranches nucléaires, les éteindre, mais ça prend du temps. Et puis la flexibilité sinon est apportée par les cycles combinés gaz, par l'hydraulique également, qui est un vrai moyen de flexibilité, et puis par les importations et exportations. Donc globalement, il y a un petit peu de flexibilité sur le réseau électrique, mais le mieux c'est quand même de l'utiliser comme énergie de base, parce qu'on voit qu'elle est constante toute l'année et que c'est une énergie qui est disponible et bien adaptée pour ça. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la capacité de pointe en fait, de l'électricité est estimée autour de 130 gigawatts, capacité qui n'est jamais atteinte en réalité parce qu'il y a toujours des maintenances de sites, de tranches nucléaires ou d'autres sites de production. Et on est plutôt du coup autour de 100-120 gigawatts de capacité de pointe. Mais cette capacité de pointe de production n'est pas non plus atteinte parce qu'elle est limitée par la capacité de transport et de distribution de cette électricité par le réseau. Voilà pourquoi, au plus fort de l'hiver, en janvier-février, quand les températures sont les plus froides, on assiste régulièrement à des appels à la citoyenneté pour délester et limiter les risques de tension sur le réseau. Donc sur l'année 2016-2017, qu'on a pris comme référence ici et qui est assez représentative d'une année classique du pays, on a atteint 85 gigawatts de puissance appelée. Et justement, il a fallu délester à cette époque-là. Alors si on remonte un petit peu sur le graphique, donc vous voyez en vert représenter les appels de puissance du gaz naturel. Donc vous voyez que qu'il y a une grosse différence entre la puissance appelée l'été et l'hiver, hein, le gaz étant principalement une énergie de chauffage. Et que justement cette énergie s'adapte très bien à la flexibilité qui est demandée par cette intersaisonnalité des besoins. De plus, le fait de pouvoir stocker toute une partie de la consommation de gaz dans les stockages et dans le réseau permet de répondre en partie à cette demande de flexibilité. Pour compléter ce mix, vous voyez donc les autres énergies de réseau, entre guillemets, donc le bois, réseau de chaleur, le GPL et le fioul, qui peuvent également être stockés et répondre à des différences de consommation assez importantes entre l'hiver et l'été. Ces autres réseaux ont une capacité de pointe d'environ 90-100 gigawatts. Et le réseau de gaz a une capacité de pointe de 220 gigawatts, et vous voyez sur ce graphique que finalement on n'en a mobilisé que 130 lors de cette année de référence, ce qui est quasiment la moitié de sa capacité nominale de pointe. Donc ce graphe est assez intéressant pour permettre de se rendre compte que il est très important d'avoir un mix énergétique qui soit équilibré pour le pays et qui puisse répondre à sa thermosensibilité avec cette demande de flexibilité et de stockage d'une partie de ces énergies. Nous allons maintenant revenir sur les fondamentaux sur les marchés et je vais laisser la parole à Alexis.
Voilà, merci Héloïse. Donc en effet, nous avons déjà terminé ce premier module sur le fondamentaux des énergies, définir les termes et de quoi on parle lorsque l'on parle d'énergie. Je vais regarder tout d'abord s'il y a déjà des questions dans le chat, donc n'hésitez pas encore une fois à poser vos questions tout au long de la présentation et nous y reviendrons à chaque fin de module pour y répondre. Donc sur ce module, nous avons une question. Donc pouvez-vous nous rappeler quels sont les volumes de consommation en France entre gaz et électricité? Je vais répondre à cette question, merci Alexis. Alors les volumes de gaz et d'électricité consommés en France sont en fait un peu équivalents. On parle beaucoup d'électricité, on a l'impression que c'est l'énergie qui est majoritaire en termes de consommation, ce qui est un peu vrai, mais finalement on est sur des volumes qui sont relativement proches. On est sur 400-450 TWh de gaz naturel consommé chaque année et 500-530 TWh d'électricité consommée chaque année. Donc voilà, vu d'un petit peu loin, on est sur des consommations qui sont très similaires. Voilà, tout à fait. Merci beaucoup Héloïse. On va donc revenir maintenant sur les fondamentaux des marchés, puisque l'objet de cette présentation, c'est de revoir en quoi les marchés des énergies, comment sont-ils constitués. Et on va parler tout d'abord des marchés au sens commun, puisqu'on verra qu'il y a énormément de similitudes finalement entre le gaz et l'électricité. Alors tout d'abord, pourquoi un marché des énergies? Eh bien, tout simplement, cela résulte d'une volonté européenne de ne plus avoir, comme c'était le cas par le passé, deux fournisseurs étatiques, un pour le gaz, un pour l'électricité, mais bien un marché organisé selon les principes classiques de la concurrence, c'est-à-dire tout d'abord 3 points. Donc du côté des producteurs, la liberté d'établissement, toute entreprise capable et le désirant peut s'établir comme étant un producteur d'électricité ou de gaz naturel. L'accès au réseau, lui, pour les utilisateurs finaux, devra être libre, transparent et non discriminatoire. Et puis enfin, les fournisseurs, on va le voir, qui seront les intermédiaires entre les consommateurs finaux et les producteurs, seront donc soumis à la concurrence, et ce qui veut dire que du côté des consommateurs, on aura un libre choix de son fournisseur. Voilà, donc pour le marché européen, donc tout ceci a été voté sur une directive en 2009 et donc une mise en application en France depuis 2010. Alors comment ce marché s'organise? Eh bien on va retrouver d'abord sur la gauche de ce graphique, comme on le disait, les producteurs, donc les sociétés qui mettent à disposition des volumes d'énergie finale, donc de l'électricité ou du gaz naturel. Et ensuite, ce que l'on va retrouver principalement deux flux. Donc on a matérialisé ça sur un flux d'abord sur la partie supérieure du graphique, donc le flux financier. Les producteurs vont mettre à disposition sur une bourse, sur un marché des énergies, leurs volumes. Les fournisseurs, eux, vont se procurer des volumes sur ces marchés qu'ils vont revendre au détail auprès des consommateurs. Finalement, les fournisseurs sont un petit peu comme des grossistes de l'énergie. Ils achètent sur les marchés des gros volumes pour les revendre au détail. Évidemment, les consommateurs ont donc, comme on le disait, le libre choix de leurs fournisseurs. Et puis sur la partie basse du graphique, on va retrouver cette fois le flux physique, le transport d'énergie, donc avec d'abord les transporteurs, puis qui acheminent vers les distributeurs, et les distributeurs qui, eux, viennent alimenter les consommateurs au point le plus précis, à la maille la plus précise du réseau. Et donc, comme on le disait tout à l'heure, les consommateurs ont le libre accès au réseau. Le tout étant régulé par la Commission de régulation de l'énergie. Alors, si vous le souhaitez, lors des prochaines slides et pour tout le reste de la présentation, en fait, je vais vous demander de vous mettre dans la peau d'un acheteur, comme si vous désiriez acheter de l'énergie, donc soit du gaz, soit de l'électricité pour votre entreprise. Et donc, on va voir un petit peu ensemble tout le cheminement pour y parvenir. Alors, tout d'abord, en tant que client, vous allez vous tourner, comme on le disait, vers les fournisseurs d'électricité ou de gaz qui sont soumis à la concurrence. Et donc, ce que l'on souhaite faire apparaître sur cette diapositive, c'est qu'en fait, vous avez énormément d'acteurs aujourd'hui. C'est une slide qui est extrêmement compliquée à garder à jour. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est sur un marché qui est très en mouvement. On a des sociétés qui fusionnent, des sociétés qui sont rachetées par d'autres. Ensuite, on a la spécialité des fournisseurs. Donc, ce qu'on voit sur les bulles, c'est qu'on a des fournisseurs qui sont spécialisés en électricité uniquement, d'autres fournisseurs qui ne vont fournir que du gaz naturel, et enfin de plus en plus de fournisseurs multi-énergie. En fait, on constate depuis plusieurs années un rapprochement des deux cercles. De plus en plus de fournisseurs aujourd'hui proposent les deux énergies.
On a fait apparaître à date le nombre de fournisseurs disponibles. Ce que vous pouvez constater, c'est qu'il y en a beaucoup, certainement encore plus que les grands noms que vous pouvez peut-être connaître. Voilà donc pour ce marché dédié donc aux entreprises, on l'a rappelé en haut à droite, c'est pour les entreprises. Et donc vous allez vous rapprocher dans un premier temps de ces fournisseurs, soit de gaz, soit d'électricité. Alors, qu'est-ce que vous allez acheter lorsque vous vous rapprochez d'un fournisseur? Bien évidemment, ce qui vous intéresse, encore une fois, c'est l'énergie finale. Malheureusement, vous n'allez pas acheter que ceci. On peut définir ce millefeuille que l'on va retrouver qui est similaire entre le gaz et l'électricité. Simplement, on va avoir des proportions qui varient d'une énergie à l'autre. On va avoir évidemment la part qui est majoritaire, c'est la part violette, c'est l'énergie. C'est ce que l'on appelle aussi la fourniture. On y reviendra dans les modules suivants. On parle d'électrons pour l'électricité et de molécules pour le gaz naturel. Vous allez également payer, donc c'est ce qu'on retrouve en haut du millefeuille, ce sont les coûts de commercialisation du fournisseur. On va retrouver ensuite les taxes ou contributions qui sont collectées par l'État. Enfin, un terme de transport ou d'acheminement qui lui rémunère les acteurs du transport ou de la distribution. Et enfin, une strate que l'on a nommée autre, on y reviendra par la suite pour voir ce qu'elle contient. Voilà ce que vous allez acheter. On verra plus dans le détail dans les modules qui suivent les différentes répartitions, le coût que chacune de ces strates peut représenter. On retient que tout de même la part d'énergie est la part, on va dire, majoritaire, à minima 50% du coût final, mais tous ces autres termes viennent finalement compléter le prix de l'énergie. Alors, en tant qu'acheteur, qu'est-ce que vous allez devoir définir lorsque vous allez vous rapprocher du fournisseur pour démarrer une stratégie d'achat? Alors tout d'abord, il va falloir définir votre cahier des charges. Ce sont les besoins propres au client, c'est ce qui vous définit en tant que consommateur d'énergie. On va retrouver, donc si l'on part en bas à gauche de ce schéma, tout d'abord la localisation. Où vous situez-vous? Ça peut sembler un peu simple, mais bien évidemment, déjà, si vous n'êtes pas dans une commune qui est desservie ou que vous êtes loin d'un poste de transformation, etc., voilà, où vous situez-vous? Ensuite, votre volume de consommation. Évidemment, il va falloir être capable de définir un volume représentatif. Celui-ci peut être journalier, mensuel ou annuel si jamais vous avez des forts effets de saisonnalité dans votre consommation. En lien avec ce volume de consommation, on va retrouver donc le profil de consommation, comment votre consommation s'établit. Est-ce que vous consommez uniquement la journée, très peu la nuit? Est-ce que vous consommez très fortement sur les mois d'hiver, très peu sur les mois estivaux? Est-ce que vous avez des fermetures de votre entreprise à certaines périodes données, etc., etc. Tout ce que vous allez pouvoir définir sur votre profil de consommation. Et puis enfin, bien sûr, comme on est sur un marché des énergies, on va y revenir, mais votre échéance contractuelle. De combien de temps disposez-vous pour mener votre achat, pour définir votre stratégie et contractualiser avec un fournisseur? Est-ce que votre contrat actuel de fourniture d'énergie se termine à la fin du mois, ou est-ce que vous vous y êtes pris à l'avance et vous disposez de plusieurs mois pour contractualiser avec un fournisseur? Après avoir défini ce qui est propre au client, on va voir qu'est-ce qui peut être défini par le client comme étant une stratégie, des choix arbitraires que le client va faire. Donc, comme le slide précédent, nous allons partir en bas à gauche. On a tout d'abord la durée du contrat. Est-ce que vous souhaitez acheter l'énergie pour une année uniquement, puisque vous considérez peut-être que le marché est haussier, ou alors que le volume de consommation que vous avez défini précédemment, il n'est valable que pour l'année à venir, et que par contre à 2 ans, 3 ans, là vous avez moins de visibilité. Donc tout d'abord la durée du contrat sur laquelle vous souhaitez acheter. Ensuite la typologie de l'achat. Donc est-ce que vous souhaitez acheter en une seule fois un volume donné, ou est-ce que vous souhaitez l'acheter en plusieurs fois? L'analogie, c'est exactement comme pour les vacances, c'est quelque chose qui n'est peut-être pas forcément su par les clients, mais au même titre que vous pouvez acheter une semaine de vacances sur un site et puis ensuite racheter une semaine quelques mois plus tard quand vous voyez que finalement les prix ont baissé, et bien c'est exactement la même chose pour l'énergie. Vous pouvez acheter les volumes en plusieurs fois, on parle des fois de clics, notamment pour l'électricité, donc voilà, vous pouvez acheter en plusieurs fois. Ensuite, la structure des prix, on y revient juste après, mais est-ce que les prix, vous les désirez qu'ils soient indexés ou fixes? On y revient juste après. Les engagements de volume, est-ce que vous avez une bonne connaissance de votre volume de consommation? Pourquoi? Eh bien parce que vous allez demander un certain volume prévisionnel à votre fournisseur, et plus votre connaissance précise de ce volume, plus votre connaissance sera précise, et plus vous pourrez vous engager sur ce volume.
Ça, c'est particulièrement vrai, par exemple, pour des industriels. On accompagne des fois des industriels qui savent que sur l'année à venir, ils vont réouvrir une ligne de production. Ils ne savent pas exactement de combien leur consommation va évoluer. Et donc forcément, derrière, les engagements de volume sur lesquels qu'ils vont pouvoir contractualiser seront différents. On va retrouver aussi les services associés. Aujourd'hui, les fournisseurs, comme tout marché de concurrence, les fournisseurs regorgent d'idées pour se démarquer, notamment via les services. Donc, au niveau du support, des personnes que vous allez avoir en face de vous, de la plateforme, est-ce que vous avez un espace client dédié avec un système de télérelève, etc. Et enfin, bien évidemment, les aspects de RSE ou de développement durable. Vous allez peut-être décider d'aller sur certaines typologies d'énergie dites vertes ou avec des garanties d'origine, ou se tourner vers un fournisseur alternatif dit engagé dans le développement durable. Voilà ce qui va permettre de définir et d'affiner votre stratégie. On va revenir sur notamment là tout de suite la structure des prix. Alors, il faut savoir que le marché des énergies, qu'il soit gaz ou électricité, c'est un marché de futur ou un marché à terme. C'est-à-dire que vous pouvez dès à présent acheter un volume pour l'année à venir ou l'année suivante ou encore même l'année d'après. Il faut savoir que sur l'électricité ou le gaz naturel, on a à peu près 3 ans de visibilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, vous pouvez acheter à un prix fixe votre consommation pour le volume de consommation pour l'année 2022, mais aussi 2023. Alors, ce que l'on voit sur le graphique, le premier graphique en haut à gauche, l'offre à prix fixe, c'est donc on a un marché qui évolue et à un instant donné où vous décidez de contractualiser avec un fournisseur, vous bloquez un prix fixe. Les étoiles matérialisent vos factures des mois M et donc on voit que chaque mois, vous avez un prix de fourniture qui est fixé, peu importe l'état du marché. Vous avez fixé un prix pour toute la durée de votre contrat. Une autre possibilité, c'est évidemment le prix indexé, c'est-à-dire que c'est un prix qui suit les évolutions du marché. Donc là, on le voit, le marché continue d'osciller, à la fois à la hausse et à la baisse, et chaque mois, lors de l'établissement de votre facture, eh bien, le prix de la fourniture, il est dicté par l'état du marché à ce moment-là. Alors, ce que l'on voit, ce qu'il faut retenir, c'est que bien évidemment, le prix fixe permet d'avoir une stabilisation du budget, permet d'avoir de la visibilité. En revanche, attention à la marge en fin de contrat. Et oui, si vous réalisez un très bon achat sur un marché qui est plutôt bas, vous réalisez par exemple, vous achetez pour 2 années. Pendant les 2 ans, vous avez votre prix bas, mais au bout de 2 années, il vous faut racheter sur les marchés, un marché qui sera possiblement beaucoup plus haut. Et donc, attention à la marge en fin de contrat. Pour le prix indexé, bien évidemment, vous bénéficiez des hausses du marché, mais aussi des baisses. Une analogie pour retenir la différence entre offre à prix fixe et offre à prix indexé, c'est ce qu'on retrouvait avant sur les crédits immobiliers. Un crédit à taux fixe ou un crédit à taux révisable. C'est exactement la même chose. Alors il faut savoir qu'il y a vraiment des stratégies d'achat sur des stratégies à mettre en œuvre. Je vais vous donner notamment un exemple. On accompagnait il y a quelques années un bailleur social pour qui l'électricité était de toute façon derrière refacturée à ses preneurs. Et donc on avait détecté une opportunité intéressante pour ce client puisque le marché était bas et même plus bas que son prix de fourniture précédent. On lui a donc proposé d'acheter sur la plus longue durée possible de manière à sécuriser un budget faible pour l'électricité. Et pour autant, il a choisi la deuxième option, l'option du prix indexé, ce qui lui permettait en fait tous les mois de réajuster ses charges en fonction du coût réel de fourniture et de ne pas avoir de marge en fin de contrat qu'il aurait été très difficile de justifier après plusieurs années de prix fixe via ses preneurs. Donc vous voyez que selon la typologie du client, selon le besoin, on peut aller sur un type de prix ou un autre. Donc voilà pour les offres de marché. À partir de ce stade, vous allez donc être en mesure de contacter des fournisseurs, demander une offre d'achat, une offre de fourniture, pardon. Quels sont les points d'attention lors de la lecture d'une offre? On va retrouver évidemment la structure de l'offre, est-ce qu'elle est en adéquation avec ce que vous avez demandé, les modalités de facturation, les gestions de termes de transport, est-ce que les termes de transport vous sont refacturés directement ou est-ce que vous êtes mis directement en lien avec les distributeurs. Bien évidemment, le taux de taxes et contributions, il faut savoir que certains clients sont éligibles à des taux réduits de taxes en fonction de leur profil, de leur activité. Les engagements de volume, est-ce qu'il y a des engagements très forts en termes de consommation? Ce qui voudrait dire que si vous consommez plus ou moins que ce qu'il avait été envisagé, alors vous avez des pénalités ou alors est-ce que vous devez racheter des volumes.
La flexibilité du périmètre, ça va être particulièrement vrai pour les entreprises qui sont en fait des groupes. Je vais vous donner un exemple, on accompagne un groupe de sociétés tertiaires et ce groupe a régulièrement des rachats ou des cessions de ses sites et donc il est très intéressant pour lui d'avoir des clauses en faveur de la flexibilité de son périmètre qui lui permet lorsqu'il rachète un site de réintégrer le contrat de fourniture de cet établissement dans son contrat groupe ou au contraire en cas de cession d'un établissement de céder également le contrat de fourniture. Ensuite on va retrouver les garanties ou demandes de caution. C'est un point très important. Il nous arrive régulièrement dans nos appels d'offres qu'un client se tourne vers un fournisseur qui, a priori, n'avait pas le prix de fourniture le plus faible, mais qui demandait des demandes de caution ou des garanties plus faibles. Pour une entreprise, cela peut être compliqué, bien évidemment, d'immobiliser de la trésorerie dans une caution. Donc, c'est un point très important. Enfin, on va retrouver les renouvellements. Bien évidemment, il est à bannir les renouvellements tacites de manière à garder la main sur ces achats d'énergie. Et puis, si vous pensez avoir besoin de résilier, il peut toujours être intéressant de regarder les frais de résiliation. Tout ceci va constituer donc votre offre que vous allez être en mesure d'analyser. Alors, ce qu'il faut retenir de ce premier module, c'est finalement pourquoi les offres que les fournisseurs vont nous proposer, elles varient dans le temps. On a vu qu'il y a deux gros facteurs, deux familles de facteurs. Tout d'abord, ce qui va dépendre du client, à la fois de son besoin et de sa stratégie. Donc évidemment, est-ce qu'il a une forte visibilité sur ses volumes? Est-ce qu'il veut beaucoup de flexibilité dans son périmètre ou dans la durée de son contrat? Quelles sont les ressources que le client a à attribuer à l'achat d'énergie? Est-ce que l'énergie représente 2% de ses charges? Donc dans ce cas-là, l'achat d'énergie n'est pas quelque chose de stratégique et il souhaite y allouer peu de ressources? Ou est-ce qu'au contraire, dans certaines industries par exemple, l'énergie est un des plus gros postes de dépenses? Et donc, il est très intéressant de mettre des ressources, de passer du temps sur le suivi du marché, sur la consultation des fournisseurs. Ensuite, est-ce que vous souhaitez avoir une très forte visibilité budgétaire ou alors est-ce que vous avez plutôt une bonne aversion au risque? Et puis, enfin, la santé financière du client, on l'a dit. De l'autre côté, des facteurs sur lesquels le client n'a aucun impact, c'est évidemment tout ce qui est lié à l'état du marché. Est-ce que le marché est plutôt haussier? Est-ce que le marché est plutôt baissier? On le verra par la suite dans les cours, mais on peut aussi avoir des événements géopolitiques qui ont des impacts forts sur les marchés, notamment lorsque un rapport est publié pour indiquer qu'il y aura par exemple des retards sur certaines maintenances du parc nucléaire à l'automne ou juste à l'approche de l'hiver. Cela se ressent en règle générale tout de suite sur les marchés des énergies. Dans les modes d'approvisionnement aussi, si vous avez par exemple une annonce sur un problème de maintenance d'un gazoduc ou d'un champ d'extraction de gaz, cela va se ressentir aussi sur les marchés. Enfin, les éléments réglementaires à venir qui sont par exemple les évolutions de taxes, de contributions. En guise de conclusion, que faut-il retenir de ce module? Nous l'avons dit, les énergies s'échangent désormais sur des marchés. On ne se fournit plus auprès d'acteurs étatiques. Le prix des énergies évolue donc en fonction de différents facteurs et est régi par les mécanismes de l'offre et de la demande. Il est primordial de définir sa stratégie d'achat. Et donc, le prix n'est qu'une résultante de la stratégie qui a été adoptée par le client. Et donc, le prix est également, bien évidemment, sensible à l'état du marché, mais ce n'est pas uniquement les volumes de consommation qui définissent le prix que va payer le client. Voilà pour ce deuxième module. Nous allons pouvoir prendre quelques questions. Voilà, je me tourne vers Héloïse pour les questions. Est-ce qu'il y a des questions dans ce module? Oui, il y a quelques questions. Alors la première, c'est de... finalement, si on est un gros consommateur ou un petit consommateur, est-ce qu'on va payer le même prix ou est-ce que c'est le gros consommateur qui va avoir le prix le plus bas? Alors, c'est tout à fait en lien avec ce qu'on disait. Aujourd'hui, on a l'habitude de dire que le fleuriste de votre quartier peut tout à fait payer son énergie moins cher que l'usine à la périphérie de la ville. Pourquoi? On l'a dit, évidemment, les volumes de consommation sont un des facteurs qui va déterminer le prix de l'énergie. Mais finalement, on a vu que cette part, elle était très faible et que ce qui définit le prix de l'énergie, c'est plutôt l'état du marché et la stratégie définie par le client. Donc non, aujourd'hui, on n'a plus de lien direct entre le volume de consommation et le prix final payé par le client. Alors une deuxième question,
qui est plutôt une remarque, mais comme ça annonce un petit peu la suite de nos discours, je te la pose et puis tu introduiras comme tu souhaiteras. Le prix de l'électron est loin d'être majoritaire dans le prix final, alors que c'est bien le cas pour le gaz naturel. Alors, en effet, on y reviendra et on l'a vu, le millefeuille qui compose le prix des énergies, il a la même structure, mais les proportions varient en fonction de l'énergie. Il est vrai que sur la partie électricité, on a tendance à dire que la part d'électrons représente environ 50% du prix. On verra que ce n'est pas forcément le cas en ce moment même. Pour ce qui est du gaz naturel, la part des contributions étant un peu plus faible, on a une part de la molécule qui en effet représente plutôt aux alentours des 60%, donc plus majoritaire. Cela peut aussi être remis en cause avec des possibles évolutions de contribution. Donc voilà, en effet, le millefeuille n'est pas tout à fait le même, il y a les mêmes strates mais pas la même composition. Tout à fait, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis une dernière question pour cette partie et après on enchaînera. Depuis 10 ans, les prix des énergies ne sont-ils pas anormalement bas? Donc on va revenir dessus aussi, mais ça permet d'introduire la suite. Tout à fait, on va revoir donc un peu plus loin la courbe et l'historique des prix des énergies, donc on aura l'occasion d'y revenir. Ça marche. Alors on va pouvoir repasser sur la présentation. On va donc maintenant s'atteler à faire un focus sur l'électricité. On a vu les composantes communes des marchés des énergies. Maintenant, qu'en est-il pour l'électricité en particulier? Alors tout d'abord, on l'a dit, l'électricité désormais s'achète sur un marché, donc on a une bourse de l'électricité. Cette bourse, elle veut dire quoi? Elle veut dire que l'électricité est composée d'indices, des indices que l'on va se procurer sur des marchés. Donc on a différentes valeurs qui évoluent toutes les heures, tous les jours, en fonction de l'offre et de la demande. Tout d'abord, une première information, tout ce que l'on va voir par la suite, vous pouvez le retrouver sur le site EEX. Donc 3 lettres à retenir et à taper dans votre navigateur qui vont vous donner accès à toutes les données de marché pour l'électricité, en fait pour le gaz naturel aussi, et même pour les autres pays de l'Union européenne, puisqu'on l'a dit, le marché est européen, et donc on a un site européen de la bourse de l'électricité. Sur ce site, on va retrouver les valeurs donc, de deux indices, qui sont l'indice baseload et l'indice peakload, qui sont donc deux produits boursiers, c'est-à-dire que lorsque l'on souhaite acheter de l'électricité, on va acheter un petit peu de baseload, un petit peu de peakload, on verra comment on définit les proportions, mais voici les deux produits qui s'échangent sur les marchés, donc dont les variations sont dictées par l'offre et la demande. Et puis une spécificité française, c'est un troisième produit que l'on peut acheter, qui s'appelle l'Arène, qui lui est un produit qui est réglementé, on le voit par la petite vignette que l'on a mise. Le prix ne varie pas, en tout cas il est fixe depuis 2012 à 42 euros. Cet indice-là n'est pas un produit boursier. Et bien, je vous propose de passer tout de suite à l'Arène pour définir précisément de quoi il en est. Donc l'Arène, tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est un mécanisme qui a été introduit en parallèle de l'introduction des marchés, donc en 2010 par la loi nommée. Ce mécanisme, il vise à favoriser l'attractivité des fournisseurs, des nouveaux fournisseurs, des fournisseurs alternatifs vis-à-vis d'EDF qui disposait d'un monopole, puisque EDF avait la quasi-totalité des mécanismes de production en France, et ces mécanismes, ces équipements de production avaient été payés par le contribuable. Donc à l'ouverture des marchés, il était important que les fournisseurs alternatifs puissent se faire une place face à EDF. De quoi il en est maintenant? En fait, il s'agit de 100 TWh, donc à mettre en regard des 500-530 TWh dont on parlait tout à l'heure de consommation annuelle en France. Il s'agit de 100 TWh qui sont alloués à un prix fixé par la CRE, et donc que les fournisseurs alternatifs peuvent demander à EDF. Donc ce prix n'a pas toujours été fixé à 42 euros. On voit que lors de l'établissement du mécanisme, on était à 39 euros, et très rapidement, le prix est passé donc à 42 euros, prix auquel il est toujours aujourd'hui. On parle beaucoup dans l'actualité d'évolution du prix de l'Arène. EDF réclame un prix plus élevé de manière à tenir compte aussi du coût du démantèlement. Aujourd'hui, on n'a pas d'informations précises sur une possible évolution. En tout cas, aujourd'hui, ce que l'on peut affirmer, c'est qu'en 2021, l'Arène est fixée à 42 euros et toujours 100 TWh de volume disponible. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque les fournisseurs demandent donc à avoir accès à ces volumes à prix fixé, 42 euros?
Eh bien, tout d'abord, si l'état du marché est supérieur aux 42 euros, c'est donc là où l'Arenh a tout son intérêt, puisque vous allez acheter une partie de votre énergie à 42 euros au lieu d'aller sur le marché là où ce serait plus cher. En revanche, on l'a dit, on n'a que 100 TWh disponibles. Et la règle n'est pas celle du premier arrivé, premier servi, mais la règle est celle de... c'est une règle équitable, donc c'est-à-dire que pour la troisième année consécutive, plus de 100 TWh ont été demandés par les fournisseurs alternatifs. En 2021, par exemple, ça a été 146 TWh qui ont été demandés pour seulement 100 disponibles, c'est-à-dire qu'il y avait 32% demandés en trop. Et donc à ce moment-là, à la fin de l'année, lorsque tous les volumes, toutes les demandes ont été enregistrées, on apprend donc qu'il n'y a pas assez de volume, et à ce moment-là, chaque client ayant demandé une part d'Arenh doit retourner sur les marchés pour se fournir, pour se sourcer les 32% manquants. Tout le risque, c'est que bien évidemment, à ce moment-là, vous n'avez plus du tout d'emprise sur le cours du marché, vous êtes tributaire de l'état du marché à ce moment-là, puisque vous avez 32% à aller rechercher sur les marchés, et à un prix donc que vous ne pouvez pas choisir. Voilà pour l'Arenh. Ensuite, on va revenir sur, on parlait des deux autres indices pour l'électricité qui sont le baseload et le peak load. Alors, de quoi s'agit-il? Si on revient rapidement en arrière, on l'a dit, le baseload, c'est un produit boursier qui correspond en fait à la longue utilisation. C'est l'électricité que vous allez consommer en base toute l'année de manière assez stable. Le peak load, lui, correspond plutôt à l'électricité que vous allez consommer sur des courtes utilisations, la journée, en heure de pointe, en tout cas en semaine de 8h à 20h. Alors, comment on sait combien d'énergie on doit acheter sur le baseload et combien d'énergie on doit acheter sur le peak load? En fait, en tant que client, la seule chose que vous allez devoir faire, c'est fournir votre profil de consommation, fournir une information sur votre profil de consommation. Par exemple, pour les clients qui y ont accès, on relève les points 10 minutes. Donc là, ce que l'on voit sur cette courbe, de quoi s'agit-il? En fait, on a tracé les points 10 minutes, c'est-à-dire les appels de puissance d'un client toutes les 10 minutes. Et qu'est-ce que l'on constate? On voit finalement donc, sur la partie... donc on voit les appels de puissance en fonction de la date et de l'heure. Et ce type de graphique va nous permettre de visualiser très facilement le profil de consommation du client. Là, ce que l'on voit, c'est que finalement, la puissance appelée ne descend jamais en dessous des 1000 kW, c'est-à-dire que peu importe l'heure du jour ou de la nuit, le client appelle en règle générale 1000 kW. Ensuite, on voit se dessiner les heures ouvrées, puisque la consommation va monter jusqu'à atteindre un plateau aux alentours de 11h midi. Là, elle va rester fixe toute l'après-midi avant de replonger. Et on va retrouver 4 gros massifs qui vont correspondre aux 4 semaines sur le mois que nous avons étudié. Et entre chaque massif, on retrouve le week-end où on redescend finalement à cette valeur du talon. Donc là, ce que l'on va pouvoir tout de suite voir, c'est que finalement le client a toute une part d'électricité qu'il consomme toute l'année, indépendamment de l'heure du jour ou de la nuit. C'est environ 900 kW. Et puis ensuite, il va avoir des pointes qui sont liées à son profil d'activité. C'est plutôt la partie d'électricité qu'il va acheter sur le peak load. Donc voilà une illustration. Comment savoir combien je consomme en baseload, combien je consomme en peak load? Cela passe par l'étude de votre profil de consommation. Alors on va maintenant vous proposer un nouveau sondage que vous allez du coup voir bientôt s'afficher sur votre écran. On croise les doigts cette fois-ci. Vous avez vu que sur le marché de l'électricité, il y a différents indices, donc l'Arenh, le peak load, le baseload, qui n'ont pas forcément les mêmes indices de prix, qui n'ont pas les mêmes niveaux de prix, qui n'ont pas non plus forcément exactement les mêmes types d'évolution par rapport au marché. Donc ça, c'est d'un point de vue fournisseur. Si maintenant vous vous positionnez d'un point de vue client, quel est, à votre avis, le prix de l'électricité, donc le prix acheté sur les marchés? Donc là, on parle vraiment de prix d'électrons. Donc vous devriez voir bientôt le sondage s'afficher. Quel est le prix de l'électricité lorsque vous l'achetez sur les marchés? Est-ce que c'est 15 euros? Non, est-ce que c'est 20 euros, pardon, 40 euros ou 60 euros, hors toute taxe par mégawattheure. Donc le sondage doit être en train de se charger. Je pense que vous allez bientôt le voir s'afficher sur vos écrans. Donc connaissez-vous le prix de l'électricité, donc de l'électron sur les marchés? On va vous laisser quelques secondes pour y répondre.
sondage doit être en train de charger, ou peut-être que vous êtes en train déjà d'y répondre. On prend encore quelques secondes pour vous laisser le temps d'y avoir accès. Donc encore une fois, le sondage doit s'ouvrir dans un onglet à part, je pense, dans l'onglet sondage de votre écran, ou peut-être à droite dans le chat. On vous laisse vérifier. Alors, les votes ont été clos. À la question, donc, connaissez-vous les prix de l'électricité sur les marchés? Vous avez été 13% à répondre 20 euros hors toute taxe par mégawattheure, 40%, environ 40% à donner la réponse 40 et 50% à donner la réponse de 60 euros toute taxe par mégawattheure. Je vais laisser du coup Alexis vous donner la bonne réponse. D'accord. Donc c'est très intéressant puisque on va afficher là à l'écran les courbes des marchés des énergies. Donc là on va être sur l'indice baseload depuis environ avril 2015 jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc c'est la slide d'après. Voilà, donc là ce que vous retrouvez sur ce graphique, ce sont le prix des énergies, donc de l'électricité pardon, baseload sur les marchés depuis donc avril 2015 jusqu'à aujourd'hui. Alors, plusieurs choses, on va s'arrêter quelques minutes sur ce graphique, il est intéressant. Donc tout d'abord, vous voyez peut-être quelque chose qui va vous frapper, c'est des courbes qui s'arrêtent en plein milieu. Alors on l'a dit, le marché des énergies, c'est un marché à terme, c'est-à-dire que vous pouvez acheter à l'avance les volumes pour l'année d'après. Donc par exemple, si on regarde cette courbe violette en plein milieu de l'écran qui s'arrête en début à fin 2018. En fait, il s'agit tout simplement du calendaire 2019, c'est-à-dire que vous avez toute l'année 2018 pour acheter des volumes sur 2019, et bien évidemment, au 1er janvier 2019, ce calendaire s'arrête puisque l'on vient d'attaquer l'année 2019. Donc voilà pour la raison pour laquelle des courbes s'arrêtent. Elles s'arrêtent en fait systématiquement à des 1er janvier puisque on ne peut plus acheter l'énergie sur la même année. Ensuite, on voit dans l'autre sens que certaines courbes démarrent, et ben en fait elles démarrent toujours plusieurs années avant l'échéance, puisqu'on est sur un marché à terme, environ avec 2-3 ans de visibilité. Ensuite, on a représenté avec un trait noir fixe à 42 euros l'AREN, donc les fameux 100 TWh à prix fixé. Et donc ce que vous voyez depuis avril 2015, c'est qu'il y a eu toute une part jusqu'à fin 2017 où finalement l'AREN était peu intéressant puisque le prix de l'énergie était inférieur à l'AREN. Et puis, on a eu un point de bascule vers 2018 où là, il a été très intéressant d'aller sur l'AREN. On voit ensuite, vers mars 2020, certains l'auront reconnu, une soudaine chute du prix de l'électricité sur les trois indices à l'époque disponibles. C'est évidemment le premier confinement qui a marqué un coup d'arrêt dans la demande d'électricité française mais aussi mondiale. Et donc là, les prix se sont effondrés. On les voit ensuite repartir un petit peu sur tout l'été 2020. Et ce que l'on voit, c'est une seconde chute, puis une troisième chute, cette fois un peu moins marquée. Ce sont le deuxième et troisième confinement. Et puis depuis, on a une envolée littéralement des prix des énergies, en tout cas sur l'électricité, puisque actuellement nous sommes à des prix historiquement hauts. En tout cas sur le calendaire le plus proche. Pourquoi? Eh bien tout simplement puisque on a une demande d'électricité à la hausse qui repart. On a eu aussi certaines annonces sur des indisponibilités. On a également un prix, on y reviendra par la suite, du CO2 qui augmente fortement. Voilà. Si l'on revient aussi, par exemple, pour vous montrer, on parlait tout à l'heure d'événements particuliers sur les marchés, vous avez peut-être remarqué sur fin 2016 ce pic sur la courbe bleue, donc ça veut dire qu'il y a seulement un calendaire qui a été impacté, c'est-à-dire qu'on est à peu près fin 2016 et seulement le calendaire 2017, donc l'électricité pour l'année 2017 augmente très fortement. L'électricité pour l'année 2018 et 2019, elle, évolue peu.
Et puis brusquement, le prix de l'électricité pour l'année 2017 rechute fortement. Ce pic, en fait, il est tout simplement lié au fait que un an auparavant, les tarifs régulés, donc le fait d'avoir un prix fixé via EDF, s'était arrêté pour les professionnels, c'était la fameuse disparition des tarifs verts. On avait donc beaucoup d'industriels, ou en tout cas de professionnels, qui se sont retrouvés à acheter sur les marchés fin 2015 un peu précipitamment pour une année donnée. Et en fait, fin 2016, on se retrouve donc à la fin de cette première année d'achat, et donc énormément de tensions sur les marchés, beaucoup d'acteurs, beaucoup de volume à échanger sur la fin 2016, uniquement pour l'année 2017 à venir. Voilà ce qui peut expliquer ce genre de pic qui n'est encore une fois que sur un seul calendaire, les autres années étant peu impactées. Voilà. Pour revenir donc sur le prix des énergies et la question que Héloïse posait, la majorité d'entre vous ont répondu 60 euros, c'est donc plutôt la bonne réponse. On voit que cette réponse elle varie dans le temps, puisque évidemment le prix de l'électricité n'est pas toujours le même. Aujourd'hui, on est aux alentours des 60 euros du mégawattheure, si ce n'est même plus depuis quelques jours là avec ce qu'on disait. Alors, on va revenir donc à la présentation. On parlait tout à l'heure de baseload et de peak load. Donc si on regarde sur une période donnée, donc là il s'agit de l'année 2020, mais peu importe, c'est pour regarder sur une période donnée, finalement quel est le prix du peak load par rapport au prix du baseload. Donc là on vous a mis les deux courbes sur la même ordonnée. Et donc ce qu'on constate, c'est que le peak load, c'est une énergie qui est un peu plus chère, entre 10 et 15 euros du mégawattheure plus cher que le baseload, mais elle suit exactement les mêmes variations. On va retrouver les mêmes décrochés aux mêmes endroits, les mêmes pics. Voilà, donc c'est à peu près les mêmes variations, simplement 10 à 15 euros plus cher pour le peak load. Alors vous vous posez peut-être la question, pourquoi le peak load finalement est plus cher que le base load? Pour ça, il faut que l'on définisse rapidement comment en France sont organisées les centrales, les technologies de production d'électricité, et comment RTE, le gestionnaire du réseau, organise tout ça. En fait, RTE suit ce qu'on appelle le principe du merit order, c'est-à-dire que les technologies capables de produire de l'énergie, de l'électricité, sont activées en fonction de leur coût de production et dans l'ordre de ces coûts de production. C'est-à-dire que quand la demande est très faible, on va en priorité sur le réseau activer par exemple les éoliennes ou les barrages au fil de l'eau pour les technologies pour lesquelles le coût de fonctionnement est très faible. Ensuite, lorsque la demande va augmenter sur le réseau, on va, alors bien évidemment c'est une vue de l'esprit, on n'arrête jamais vraiment les centrales nucléaires, mais on va démarrer les centrales nucléaires et on va jusqu'à ce que l'on n'ait plus de disponibilité sur les centrales nucléaires, utiliser en priorité cette technologie-là avant de démarrer peut-être une centrale à charbon si on a encore plus de demandes. Et puis ce que l'on voit, c'est comme ça, les technologies vont avec des coûts de fonctionnement toujours plus importants, et on se retrouve sur la droite complète du graphique avec ce qu'on appelle les turbines à combustion, qui sont littéralement des moteurs branchés sur des alternateurs, qui sont des technologies qui sont extrêmement rapides, extrêmement flexibles, qui permettent en quelques dizaines de minutes d'atteindre leur puissance maximale de fonctionnement. En revanche, ce sont des technologies qui sont extrêmement coûteuses à faire fonctionner. Elles tournent en règle générale entre une dizaine, une centaine d'heures par an. C'est vraiment l'ultime recours quand la demande est très élevée sur le réseau. Voilà pourquoi le base load est moins cher en proportion que le peak load, puisqu'il est produit, c'est une électricité qui correspond derrière à des usages produits par des technologies moins onéreuses. Alors, si on s'intéresse maintenant à donner des valeurs à ces coûts de fonctionnement, finalement, quel est le prix de l'électricité en coût de revient par filière? Certaines études s'y sont intéressées, c'est des résultats qui sont à prendre avec beaucoup de précautions, cela varie énormément, donc ce sont des grands ordres de grandeur à retenir. On verra toutefois que le coût de l'électricité hydraulique est le moins cher, avec environ un coût aux alentours de 15 euros du mégawattheure produit. On retrouve ensuite des technologies comme le nucléaire ou l'éolien terrestre qui sont aux alentours, on va dire, des 50 euros du mégawattheure. Et puis, ce que l'on constate après, c'est qu'il y a des technologies encore aujourd'hui peu matures, comme par exemple l'hydrolien ou l'éolien en mer, qui, elles, ces technologies-là ont des coûts de production encore très élevés aujourd'hui. Voilà un petit peu pour voir derrière le coût que vous allez retrouver sur le marché, la réalité derrière, pourquoi le prix de l'énergie est à ce prix-là. Alors si on revient sur la diapositive, on a parlé donc là du coût de fourniture, le coût de l'électron. Encore une fois, quand vous achetez de l'énergie, malheureusement, vous n'achetez pas que de l'électron, vous achetez aussi notamment des taxes.
la principale étant la CSPE, la contribution au service public de l'électricité. Cette contribution, elle est aujourd'hui à un taux de 22,50 € du mégawattheure. Ce coût, il est à mettre en regard des environ 50-60 € du mégawattheure dont on parlait pour l'électricité, donc c'est un coût qui est non négligeable. Elle n'a pas toujours été à ce taux-là, cette contribution. Elle a été en 2014 à un taux de 16,50 €, puis elle a augmenté aux 22,50 €. Aujourd'hui, on parle régulièrement d'augmentation de la CSPE. Il faut savoir qu'on n'a pas d'informations aujourd'hui fermes à ce jour pour parler d'une éventuelle hausse. Donc tout ce que l'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, la CSPE est à un taux fixé de 22,50 €. Simplement, cette CSPE, pour information, l'usage qu'il y a derrière, c'est principalement trois choses. On va avoir tout d'abord le financement des énergies renouvelables. On va avoir aussi la péréquation tarifaire pour garantir à tout utilisateur le même prix selon que vous soyez en France ou sur l'île en Corse par exemple ou dans les DOM-TOM. Et enfin le coût, l'électricité pour les foyers le nécessitant. Donc, voilà pour ce point-là. Donc la CSPE, principale taxe sur l'électricité. Ensuite, une autre strate du coût de l'énergie sur laquelle on va s'attarder un petit peu, que vous avez peut-être vu apparaître sur vos factures, on va dire assez récemment, sous la dernière année ou peut-être l'année encore d'avant, c'est les coûts de capacité. Alors les coûts de capacité, ils sont liés derrière ce qu'on appelle le mécanisme de capacité. Ce mécanisme qui a été introduit donc par l'État, il a un objectif, c'est d'assurer la sécurité d'approvisionnement d'électricité en France et bien évidemment notamment lors des périodes de pointe. Il va donc pour ça s'appuyer sur deux leviers. À la fois, il va viser à diminuer les appels de puissance en pointe, donc faire en sorte que certaines personnes s'effacent du réseau lorsque le réseau est déjà tendu et qu'ils n'ont pas un besoin vital d'électricité à ce moment-là. Deuxième possibilité, c'est de garantir que des centrales de production sont en état de marche, elles sont fonctionnelles, elles sont disponibles et activables si besoin. Donc c'est de sécuriser la capacité de production. Alors si l'on s'intéresse un peu plus dans le détail au fonctionnement de ce mécanisme de capacité, on l'a dit, les fournisseurs ont l'obligation de sécuriser leur approvisionnement, c'est-à-dire d'être en mesure de fournir de l'électricité aux clients avec lesquels ils ont contractualisé, peu importe l'état de stress du réseau. Ces fournisseurs vont donc rémunérer les producteurs, donc les flèches noires que vous voyez sur ce schéma, ce sont les flux financiers. Ces fournisseurs, de manière à sécuriser leur approvisionnement, vont donc rémunérer les producteurs. Les producteurs vont recevoir donc des ressources financières qui vont leur permettre de mettre à disposition des technologies, des centrales de production d'électricité, donc de garantir, de continuer de faire la maintenance de certaines centrales de production. Et puis les fournisseurs vont également rémunérer ce que l'on appelle les opérateurs d'effacement. Ce sont des entreprises qui vont mettre à disposition un fichier de clients qui sont capables de s'effacer lorsqu'il y a besoin pour soulager le réseau. Donc voilà, ces opérateurs d'effacement, ils peuvent être vus vraiment au même titre que les producteurs, puisque que vous effaciez du réseau ou que vous démarriez une nouvelle centrale de production, vis-à-vis du réseau, il se passe exactement la même chose. C'est donc RTE qui organise ce mécanisme, et puis les opérateurs d'effacement, eux, vont bien évidemment rémunérer les clients qui souhaitent participer à ce mécanisme d'effacement, donc c'est-à-dire qu'ils sont capables de se sortir du réseau si besoin. Et enfin, bien évidemment, c'est pour ça qu'on parle de ce mécanisme, c'est parce que ce mécanisme, vous le voyez sur vos factures en tant que client final. Bien évidemment, tout ce mécanisme, au final, est financé par les clients, par les utilisateurs. Et donc, c'est les clients qui sont, via les fournisseurs, qui rémunèrent tout ce mécanisme. Voilà pourquoi vous avez une ligne qui est apparue sur vos factures d'électricité depuis quelques années, qui s'appelle coût de capacité. Ça vise à alimenter tout ce mécanisme. Voilà donc pour les principales strates du prix de l'énergie. Donc si on revient sur le millefeuille que l'on voyait en début de présentation, on retrouve donc tout d'abord les coûts de commercialisation bien évidemment. On a parlé donc des contributions, donc la principale étant la CSPE qui est aujourd'hui à un taux de 22,50 €. Il faut savoir que dans certains cas, certains clients sont éligibles à des exonérations partielles de cette contribution en fonction de leur activité ou de leur valeur ajoutée. On a ensuite l'énergie, donc qui est le seul poste finalement qui est régi
par le mécanisme de l'offre et la demande, et que vous allez acheter sur les marchés. Enfin, les coûts de transport et de distribution, donc qui vont rémunérer respectivement RTE ou Enedis et les différents ELD. Et enfin, d'autres coûts comme les coûts de C2E ou les coûts de capacité que l'on vient de voir. On retient que au-delà de tout ce millefeuille s'applique la TVA. TVA qui peut donc être vue comme un peu une taxe globale et qui est à un taux unique sur l'électricité de 20%. Voilà donc pour ce module sur l'électricité. Donc que faut-il retenir de ce module? Alors si on revient sur la présentation, donc on a vu que le coût de l'électricité dépend de la centrale de production derrière, c'est-à-dire que forcément on a un marché qui est un petit peu plus complexe pour le gaz, c'est pour ça qu'on va retrouver 3 indices, et notamment le baseload et le peak load qui ne sont pas au même prix. On va retenir, même si vous l'avez vu, c'est extrêmement compliqué de définir un prix total de l'énergie, on va retenir un prix pour un profil C2, donc plutôt gros consommateur, de 100 à 120 euros TTC du mégawattheure. Et puis enfin, une spécificité française à l'intérieur de ce marché européen, c'est l'Arenh, 100 TWh d'électricité disponible à 42 euros, peu importe l'état du marché. Par contre, si ces 100 TWh ne suffisent pas, alors tous les clients ayant demandé de l'Arenh seront écrêtés d'un même pourcent, et donc du coup devront se sourcer sur les marchés en étant cette fois tributaires de l'état du marché à cet instant-là. Alors comme pour les précédents modules, je vous propose qu'on passe aux questions, voir s'il y a des questions dans le chat. Oui, tout à fait, on a quelques questions dans le chat. Donc Alexis, une première question, est-ce que le prix du mécanisme de capacité dépend du fournisseur? Alors, le prix du mécanisme de capacité ne dépend pas directement du fournisseur. Là, on va dire la transparence et la manière de l'exprimer peuvent être différents d'un fournisseur à l'autre. Par contre, le mécanisme de capacité aujourd'hui, il est dicté par des enchères qui s'établissent à plusieurs fois au cours de l'année. Et donc, en fonction des prévisions sur l'état du réseau, des disponibilités, en fonction des maintenances, etc., on a des enchères qui peuvent, dont le prix derrière de capacité peut évoluer fortement. Et au final, on va agréger ces différentes données pour définir le coût de capacité sur une année à venir. D'accord, donc on ne dépend pas du fournisseur. Non, on ne dépend pas du fournisseur sur ce point. Ensuite, on a plusieurs questions sur l'Arenh. Alors notamment, je vais les prendre dans l'ordre. Est-ce qu'on peut parler de spécificité du modèle français? Alors, pas que l'Arenh, mais le fait effectivement qu'on ait une Arenh, que le mix énergétique est majoritairement couvert par le nucléaire. Et est-ce que c'est compatible avec un marché unique européen? Alors, c'est un petit peu compliqué à répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, l'Arenh, c'est une spécificité française qui est liée à ce parc nucléaire et ce pourcentage. Vraiment, il faut rappeler que dans le mix énergétique français, le nucléaire représente environ 75%. Donc ce parc étant détenu uniquement par EDF, c'était vraiment une donnée à prendre en compte à l'établissement des marchés, chose que l'on ne va pas retrouver chez d'autres pays européens. Aujourd'hui, il faut savoir aussi que l'Arenh est un mécanisme qui était censé avoir une fin programmée à 2025, puisque l'objectif était encore une fois que les fournisseurs alternatifs puissent rentrer sur ce marché historiquement uniquement contrôlé par EDF avec une fonction de monopole. Et donc il est aujourd'hui à peu près clair que ce mécanisme d'Arenh ne perdurera pas comme ça encore de nombreuses années. Très bien, ça marche. Alors, encore une question sur l'Arenh, du coup. L'Arenh est à 42 euros quand depuis un an le prix spot oscille le plus fréquemment entre 50 et 120 euros. N'est-ce pas un problème pour la rentabilité des installations nucléaires? Alors, je vois deux sujets derrière cette question. Tout d'abord, il est sûr que là, depuis quelques temps, l'Arenh est extrêmement intéressant, puisqu'on a un coût, on l'a dit, du marché qui est supérieur à 42 euros. Par contre, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut certainement dire que de nombreux clients vont saisir cette opportunité. Et donc derrière, on a un risque avec l'écrêtement Arenh, puisque, encore une fois, lorsque les guichets vont se clôturer, que l'on va enfin savoir combien véritablement d'Arenh a été demandé, et bien tout le monde va être écrêté du même pourcentage. Donc ça, c'est un premier risque. Maintenant, deuxième chose, c'est que l'Arenh, aujourd'hui, on parle évidemment souvent de l'augmentation du coût de l'Arenh, qui vise à tenir compte des différents coûts de démantèlement, etc., du parc nucléaire. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte.
Ça marche. Une dernière avant de passer à la suite. D'après mon fournisseur, je suis concernée par l'écrêtement à Rennes. Quelles sont les conséquences pour mon budget électricité? Eh bien, donc, Justement. beaucoup de questions sur ce sujet de l'AREN, on voit que c'est un sujet qui est intéressant. Eh bien, comme on l'a dit, si en fin d'année vous apprenez que vous êtes concerné par l'écrêtement AREN, ça veut dire qu'il va vous manquer une partie de votre budget énergie que vous pensiez avoir à 42 euros. Vous allez devoir aller vous sourcer sur ce marché. Par exemple, si vous aviez, on va prendre des ordres de grandeur, mais si vous aviez 100 MWh d'électricité AREN et qu'il y a un écrêtement de 32%, comme pour la fin 2021, alors il y a 32%, donc 32 MWh à aller racheter sur les marchés. Donc là, un prix qui peut être à 50, 60 euros du mégawattheure selon l'état du marché. Voilà le. Eh ben, très Voilà bien. On va s'arrêter là pour les questions pour ce module. Si on a le temps, en fin de webinaire, on prendra celles qui restent sur les différents modules. Et du coup, eh ben, Alexis, je te laisse reprendre sur le marché du gaz naturel. Oui, tout à fait. Donc on va revenir à la présentation et cette fois parler du gaz naturel dont le marché est, on verra, un petit peu plus simple. Tout d'abord, on se rappelle sur le gaz naturel, en fonction de ce qu'on a dit avant, que la consommation de gaz, au final, est assez similaire à celle de l'électricité, environ 450 TWh en regard de 500-530 TWh pour l'électricité. Le millefeuille est le même pour le gaz que pour l'électricité. On va simplement avoir des appellations des fois différentes, certains mécanismes qui diffèrent légèrement, des proportions aussi qui diffèrent. Mais voilà, on retient la même structure. Et enfin, pour le prix de la fourniture, on parlait précédemment d'électrons. Là, on va parler de molécules qui s'échangent également sur une bourse européenne. Je vous invite de nouveau à aller regarder sur le site EEX. Vous retrouverez toutes les informations sur le cours de la molécule qui lui aussi est régi par l'offre et la demande. Alors si on revient sur un slide qu'on a déjà vu précédemment mais qui cette fois est appliqué au gaz naturel, comment s'organise le marché du gaz naturel? On retrouve toujours les producteurs de gaz naturel à gauche qui vont mettre à disposition sur le marché des volumes. Les fournisseurs vont sur ces marchés se procurer ces volumes et les mettre à disposition de leurs consommateurs. Ils vont vendre au détail. Ça c'est la partie soumise à la concurrence. Et puis en dessous, on va avoir le flux, cette fois physique, qui lui est ce qu'on appelle souvent la partie régulée. Là, on va avoir donc les opérateurs de transport. En France, on a 2 opérateurs uniquement de transport, Teréga pour la partie plutôt sud-ouest et puis GRT Gaz pour le reste de la France. On va ensuite avoir les transporteurs qui vont donc mettre en relation les volumes de gaz avec les distributeurs et puis les opérateurs du stockage. Au niveau du stockage, on retiendra les noms de Teréga et Storengy qui sont les acteurs du stockage en France. Et puis du niveau des distributeurs, donc ceux qui vont vraiment aller jusqu'au consommateur final, on va retrouver évidemment GRDF et les différentes ELD locales. Le tout étant, bien évidemment, on l'a dit, la part régulée, donc régulée par la CRE, la Commission de régulation de l'énergie. Donc voilà pour le marché du gaz en France. Alors là-dessus, on a une question, un nouveau sondage à vous passer, mais je crois que l'équipe technique ne l'a pas renseigné, donc on va la faire en direct. Et on va vous demander de répondre directement dans le chat, parce qu'on a bien envie de quand même vous poser cette question. Donc il s'agit en gros, le gaz naturel aujourd'hui n'est plus produit en France, hein. Il a été produit via des usines avec du gaz manufacturé dans les années 1800. Après, on l'a un petit peu produit en France dans le gisement de gaz de Lac, et puis donc au début des années 1900. Et puis, on a développé des interconnexions frontalières pour acheminer du gaz des différents pays producteurs, voisins ou un petit peu plus loin. Aujourd'hui, on ne produit plus de gaz naturel en France, on ne fait que l'importer. Le seul gaz qu'on produit aujourd'hui, c'est du biométhane. D'ailleurs, donc on a aujourd'hui 257 sites de production de biométhane sur l'ensemble du territoire, avec une production qui augmente de plus en plus. Mais le biométhane n'est pour l'instant pas majoritaire dans le réseau. Donc on va vous demander, à votre avis, d'où vient majoritairement le gaz que l'on consomme en France? Alors de quel pays nous fournit majoritairement le gaz qu'on consomme en France? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la Norvège? Ou est-ce que c'est le Qatar? Après, si vous avez d'autres suggestions, vous pouvez bien sûr les proposer. Donc on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir y répondre dans le chat, parce que je pense que, à moins que le sondage ait été lancé, je vois qu'il a été lancé, donc vous pouvez y répondre directement
dans le sondage. Ce qui est quand même plus pratique, ce qui nous Ce qui est permettra d'avoir beaucoup les plus proportions pratique pour nous. exactes et de ne pas compter dans le chat le nombre de réponses. Ça Et de aurait faire donné directement des pourcentages. Ça aurait donné des tendances, mais ça sera quand même bien plus représentatif avec un vrai sondage. Donc on va vous laisser quelques secondes pour y répondre, pour savoir d'où vient majoritairement le gaz en France. Est-ce que c'est de Russie, de Norvège ou du Qatar? Alors, encore un petit moment. Ah bah voilà, c'est parfait. Alors vous êtes plus de la moitié à penser que le gaz provient majoritairement de Russie, 39% de Norvège et 5% du Qatar. Alexis, je vais te laisser donner la bonne réponse sur ce sujet. Vous allez voir que vous n'avez pas forcément tous juste. Tout à fait, donc on va revenir sur la présentation, mais c'est très intéressant puisqu'on a encore aujourd'hui cette idée selon laquelle une bonne partie enfin la majeure partie du gaz naturel provient de Russie, ce qui n'est pas vrai. Donc si on affiche voilà, on voit que en fait la provenance majoritaire c'est la Norvège, avec entre 36 jusqu'à 40-41% en fonction des années sur les TWh qui sont consommés en France. On va retrouver en deuxième place la Russie avec 20%. Et enfin, on va retrouver un certain nombre de pays, les Pays-Bas qui sont souvent aussi sur le podium, qui sont souvent le pays dont la provenance est notable. Et enfin, d'autres pays dont là la part va être vraiment plus faible. On va la retrouver, là on a le Nigeria, l'Algérie, le Qatar. Et puis toute une part de autres et indéterminés qui la représentent environ 17%. Il faut savoir que ça résulte vraiment d'une stratégie française de diversifier son approvisionnement, de ne pas être dépendant d'un seul pays, même si encore une fois on a un pays majoritaire, c'est la Norvège, pays qui est relativement stable par rapport à ce que l'on peut entendre parfois sur la Russie. En tout cas, il y a une forte volonté, contrairement à d'autres pays européens, de ne pas dépendre de la Russie et puis de diversifier. On constate aussi que chaque année, la part des autres a tendance à augmenter, puisque cette part elle va aussi comprendre les apports par méthanier. Tout à fait. Et donc là, on s'ouvre du coup à d'autres possibilités. Et au final, une sécurisation via la diversification des pays. Alors juste une petite parenthèse, j'évoquais le biométhane tout à l'heure. Vous pouvez voir du coup sur la présentation qu'on a 4% de nos importations qui proviennent du Qatar. Aujourd'hui, on a à peu près 2% du biométhane, 2% du gaz naturel consommé qui est fourni par du biométhane, donc la moitié de nos importations du Qatar. Donc voilà, ça commence à être un petit volume qui finalement a sa place dans cette répartition des provenances du gaz naturel pour la France. Tout à fait. Alors si on revient sur la présentation, on va donc avancer en vous posant une seconde question. Là, les questions s'enchaînent. Donc un nouveau sondage donc on va vous poser en fait la même question que celle qu'on vous a posée pour l'électricité. À votre avis, à quel prix peut s'acheter la molécule de gaz naturel sur les marchés en moyenne aujourd'hui? Voilà. Donc, quel est le prix moyen de la fourniture de gaz actuellement? Donc est-ce qu'on est autour de 15 euros hors toute taxe du mégawattheure, autour de 20 euros ou autour de 40 euros? Donc là on parle bien de l'achat de la molécule sur les marchés. Je vous laisse encore une fois quelques secondes pour répondre à cette question, le temps que ça s'affiche chez vous et que vous preniez le temps de la réflexion. Et puis ce temps nous permet de préciser une chose, puisque c'est vrai qu'on l'a bien détaillé sur la partie électricité. On a dit qu'en fonction du profil de consommation, on allait devoir se sourcer sur un indice ou un autre en fonction du baseload, du peakload. L'organisation sur le gaz naturel est plus simple puisqu'on a un produit, c'est la molécule. Après, le coût résultant que le fournisseur va être en mesure de nous faire va dépendre évidemment du profil de consommation, au même titre que pour l'électricité. Mais voilà, on n'a qu'un seul indice à acheter sur le marché, donc on a un marché qui est plus simple que l'électricité. Alors, on a les résultats du sondage qui viennent juste de s'afficher.
Donc vous êtes une vingtaine de pourcents à avoir répondu 15 euros, 52% à avoir répondu 20 euros et 30% à avoir répondu 40 euros. Donc bravo, vous avez majoritairement plutôt bien répondu. Mais Alexis va commenter cette réponse avec le graphique d'évolution du prix du gaz naturel. Oui, tout à fait. Alors, au même titre que l'électricité, voici la courbe des prix du gaz naturel depuis avril 2015 à peu près jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier. Euh, donc cette fois, évidemment, donc pas d'Arenh, hein, bien évidemment, l'Arenh ne s'appliquait qu'à l'électricité, donc on n'a pas le trait à 42 euros. Et ce que l'on constate, c'est que par rapport à l'électricité, tout à l'heure, on oscillait entre 25 pour les prix les plus bas jusqu'à 60 euros. Là, on est avec un prix le plus bas qui a été atteint à la fin du premier confinement. Donc pareil, à partir de mars 2020, aux alentours des 12-13 euros, donc qui est aujourd'hui la valeur la plus basse jamais obtenue sur les marchés. Depuis quelques temps, et en particulier pour l'année juste prochaine, l'année 2021, les cours ont tendance à s'envoler. Euh, on voit également un pic sur l'année fin 2018 qui apparaît. Et puisque on va s'intéresser plutôt à la partie gauche du graphique qui est liée au début, à l'ouverture des marchés finalement, on voit qu'on a eu un prix du gaz qui a fortement chuté jusqu'à atteindre un prix aux alentours des 13 euros, peu importe le calendaire d'ailleurs. Donc là c'était lié encore une fois à beaucoup de place à prendre, un marché d'un coup qui s'ouvre à de nombreux fournisseurs alternatifs et donc un marché qui est très, très actif avec voilà, encore une fois des stratégies commerciales très agressives. Donc des prix qui ont été très bas et puis depuis des prix qui ont remonté, voilà, on a une forte baisse au premier confinement puisque là aussi toute la demande mondiale a chuté et depuis quelques temps une forte augmentation avec notamment des coûts drivés par des coûts du CO2 qui augmente, une demande qui repart à la hausse. Donc on retiendra en moyenne un prix aux alentours des 20 euros du mégawattheure. Encore une fois, cette réponse, elle dépend aussi bien évidemment du moment où on regarde ses cours, hein, puisqu'on est sur un marché. Et simplement une petite particularité, là on a une envolée aux alentours des 23-24 euros uniquement pour l'année à venir, qui est très très temporelle, qui est pas depuis très longtemps. Voilà pour cette partie. Alors, au même titre que pour l'électricité, donc là on a vu quel était le coût de la molécule, on se souvient du millefeuille qu'on a vu en début de présentation. On a également des contributions, des taxes sur le gaz naturel, dont la principale est la TICGN, taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel, dont on a affiché les valeurs sur le graphique ici. Donc cette taxe avait une valeur en 2014 d'1,27€ du mégawattheure. Elle est aujourd'hui à 8,43€ après avoir été pendant 3 ans à 8,45€. Aujourd'hui, pareil, comme pour la CSPE, on n'a aucune information sur une potentielle hausse de la TICGN. On ne peut pas vous donner le prix pour 2022, en tout cas pas à ce jour. Ce que l'on peut dire cependant, c'est que la TICGN devait connaître une trajectoire haussière dans la durée. C'est ce que l'on a souhaité représenter avec les pointillés, puisque après des passages, si on reprend 2014 jusqu'à 2018, on est passé de 1,27€ à 8,45€. La TICGN aurait dû continuer son augmentation pour atteindre 16,02€ en 2022. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en 2018, par le gel de la taxe carbone et par l'action des Gilets jaunes, cette contribution a été figée. C'est pour ça qu'elle est restée pendant 3 ans à 8,45€. Et la légère baisse, la légère diminution à 8,43€ cette année est liée au volume de biométhane désormais disponible, comme Héloïse le rappelait, environ 2% de la consommation française, puisque la TICGN, en fait, elle est directement corrélée au contenu carbone du gaz et au cours de la taxe carbone. Et donc comme le contenu carbone du gaz a en proportion baissé avec l'arrivée de volume de biométhane, on est aujourd'hui à 8,43€. Voilà pour cette contribution. Dans le millefeuille, oui, tu peux passer au slide d'après. Je crois que c'est bon. Dans le millefeuille est-ce qu'on peut juste avoir la présentation s'il vous plaît? Merci. Donc dans le millefeuille du prix du gaz naturel, il y a effectivement des contributions, donc des taxes, et il y a également des
une composante qui est liée à l'acheminement et au stockage du gaz naturel. Donc l'acheminement est payé via l'ATRD pour la distribution, l'ATRT pour le transport, donc ce sont des termes qui sont relativement stables et qui sont négociés tous les X années, alors tous les 4 ans pour la distribution et tous les 4 ans aussi je pense pour le transport. Et donc il y a également une composante qui est liée au stockage dans ce tarif. Le stockage à la fois pour assurer, pour participer à la flexibilité de la demande en gaz sur les réseaux et puis pour assurer la sécurité également de l'approvisionnement en hiver. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, alors il y avait déjà ces coûts de stockage qui étaient répercutés et on travaillait déjà sur le fait de stocker du gaz dans les stockages, mais souvent les fournisseurs allaient acheter du gaz sur les marchés plutôt en sortie d'hiver, là où le gaz était moins cher. Et du coup, achetaient pas forcément suffisamment de gaz pour pour que les stockages soient remplis. Donc en 2017, la CRE a travaillé sur une loi qui a été publiée en avril 2018 visant à réformer justement les coûts de stockage pour assurer un revenu garanti aux stockeurs, parce que si les stockages sont vides, les stockeurs n'ont pas suffisamment d'argent pour remplir leur coût de fonctionnement. Et puis pour garantir aussi que les volumes de stockage soient bien remplis à l'entrée de l'hiver. Donc on voit que les pouvoirs publics, donc là sur ce slide plutôt à gauche, on voit que les pouvoirs publics sont garants désormais d'un versement de revenus garantis aux stockeurs qui sont pour 2021 et 2022, alors c'est écrit en tout petit, je suis désolée, donc de 128 TWh de volume de stockage pour un montant total de 668 millions d'euros. Là, il s'agit d'un revenu garanti minimal. Les stockeurs peuvent également se rémunérer d'autres manières, mais c'est la partie régulée finalement des revenus des stockeurs. Alors ceci étant dit, maintenant les fournisseurs doivent remplir les stockages, donc ils peuvent le faire au cours de 3 campagnes de mise aux enchères par an, dans laquelle ils vont acheter des allocations de capacité de stockage. Donc ils vont acheter des capacités de stockage qu'ils vont devoir remplir après. Et comment est-ce qu'ils vont les remplir ? Simplement en achetant du gaz sur le marché directement. Donc ils achètent d'un côté les capacités et d'un autre côté le gaz pour remplir ces capacités de stockage. Alors les fournisseurs, c'est pas des philanthropes, ils vont forcément répercuter ce coût qui leur incombe aux clients et les facturer au travers de 2 termes. Alors là, je pense que vous pouvez également grossir un petit peu la diapositive. Ils vont le répercuter sur 2 termes, donc sur le prix d'adjudication aux enchères, donc qui est en moyenne entre 0 et 4 euros du mégawattheure. Ça, c'est le fournisseur qui va le répartir un petit peu comme il le souhaite, soit avec un terme à part, soit avec un terme qui est englobé dans d'autres termes de la facture. Donc vous n'avez pas forcément cette ligne-là sur la facture, même si elle existe de manière intrinsèque. Au travers du terme tarifaire de compensation stockage, dit le TS, qui est estimé pour cette année 2021-2022, donc d'avril à avril, à 185,11 € par mégawattheure par jour par an. Donc en fait, il s'agit d'un coût qui s'applique au delta entre la consommation annuelle de référence, la CAR, et la surconsommation hivernale du client. Donc en fait, tous les clients de distribution ils sont soumis, mais le coût va dépendre du profil, de leur profil. Donc s'ils ont une part hiver très importante, ils vont payer plus cher. S'ils ont une part hiver assez proche de leur part été, ils vont payer moins cher. Et de leur localisation, donc s'ils sont localisés plutôt dans le nord de la France, dans des régions froides, et du coup qui vont devoir avoir besoin de mobiliser plus de gaz en hiver, ils vont payer plus cher, et dans les régions plus chaudes, ils vont payer moins cher. Alors tous les clients de distribution sont impactés, sauf certains profils spécifiques, et notamment ce sont les profils qui peuvent ne pas avoir ou peu avoir besoin d'avoir recours au gaz qui est présent dans les stockages, donc qui sont les sites délestables, donc les sites plans urgents de gaz, qu'on dit PUG, les sites qui sont P13, P14, qui ont des profils qui sont très stables été comme hiver, et les profils qui sont partiellement interruptibles, donc à ce moment-là, ont leur
fait payer la composante de ce coût de stockage, donc le TS, uniquement sur la partie qui n'est pas interruptible, forcément, puisqu'ils peuvent s'interrompre. Donc voilà, c'est sur les coûts de stockage. Et donc derrière, on va pouvoir repasser donc, sur le slide d'après de la présentation pour voir justement la différente répartition de ces coûts dans une facture de gaz naturel. Oui, tout à fait, puisque comme on le disait, hein, ça fait plusieurs fois qu'on voit ce schéma maintenant, hein, ce fameux millefeuille du coût des énergies. Pour le gaz naturel comme pour l'électricité, on a des coûts de commercialisation tout en haut qui sont liés à la rémunération du fournisseur. On a parlé de la TICGN, la principale taxe, en tout cas contribution sur le coût du gaz naturel, qui est à 8,45 €, encore une fois, par rapport à un prix du gaz naturel, on l'a dit sur les marchés, qui a oscillé ces derniers temps entre 14, 16 €, 20 €. Donc c'est un coût de contribution qui n'est pas négligeable. Et puis avec une potentielle hausse de la TICGN, cela représentera d'autant plus une forte partie. Aujourd'hui, on retient que la part énergie sur le gaz naturel, c'est un peu plus de la moitié, on le disait tout à l'heure. C'est un petit peu plus de la moitié, on est aux alentours des 60% selon l'état du marché. Donc aujourd'hui, quand on achète du gaz, majoritairement, on achète de la molécule. Voilà, si la TICGN venait à augmenter, voire récupérer la trajectoire prédite par le passé, on aurait cette répartition qui serait impactée. On a ensuite les coûts de transport et de distribution. Donc on l'a dit, le transport, pardon, pas RTA, c'est pas la bonne énergie. GRT Gaz et Terega, la distribution, donc principalement GRDF et tous les ELD locaux. La composante du stockage qui est vraiment l'équivalent de la composante de capacité sur l'électricité qui encore une fois vise à garantir le parfait approvisionnement peu importe la consommation. Et puis des composantes autres que l'on ne détaille pas ici. Pareil, tout comme pour l'électricité, s'applique la TVA à l'ensemble de ces termes. Par contre, une spécificité qui est à noter, la TVA a un taux de 20% sur l'intégralité des composantes, sauf la part fixe de l'abonnement, donc des termes de transport et distribution, et la CTA, qui est la deuxième composante, la deuxième contribution, qui vient après la TICGN, qui représente une plus faible part. Donc voilà, une partie, deux termes sur le millefeuille ont une TVA à 5%, à 5,5%, tout le reste étant, comme pour l'électricité, à 20%. Voilà pour la décomposition du prix du gaz naturel, et avec ceci, nous arrivons au terme de notre module dédié au gaz naturel, qui vous a permis de voir les différentes compositions du prix du gaz naturel et les évolutions du marché. On retiendra donc de ce module 1 que c'est la Norvège qui est l'exportateur principal en France, et que la France vise à diversifier son portefeuille d'États fournisseurs de manière à être dépendante d'aucun État. Le coût de la molécule aujourd'hui sur les marchés se situe aux alentours des 20 € du mégawattheure. Encore une fois, on a vu que les courbes fluctuaient énormément en fonction de la période. Enfin, une TICGN qui aujourd'hui s'applique, qui s'élève aujourd'hui à 8,43 € du mégawattheure en 2021. Voilà pour ce dernier module sur le gaz. J'ai vu le timing, on est un petit peu en retard. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur le dernier module et qu'on réponde à la toute fin du webinaire aux différentes questions qui pourraient rester. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter rapidement un outil qui s'appelle Enerprix, qui a été développé par l'association de bureaux d'études ICO. C'est un outil d'aide à la décision qui va comparer l'évolution du prix des énergies, de différentes énergies, à partir de données d'entrée qui sont structurelles. Alors, ce n'est pas un outil de prévision type boule de cristal, ça, c'est pas possible, mais c'est un outil qui permet de se projeter sur des prix de marché actuels, et puis dans le temps, sur 10 ans, de prévoir un petit peu les évolutions. Alors, il va intercomparer, si on le souhaite, ou donner simplement des données sur les prix des énergies, donc fuel, bois, gaz et électricité. Donc afficher une facture énergétique d'un projet et son évolution sur 10 ans. Ce qui est intéressant avec cet outil, c'est que notamment pour les prix les plus variables et les plus nationaux, qui sont ceux du gaz et de l'électricité, l'outil va chercher automatiquement les prix de marché tous les jours pour avoir justement les prix marché les plus actuels possibles, pour pouvoir vous donner les prix les plus justes. Pour accéder à l'outil, vous pouvez soit aller directement sur le site de l'association ICO, soit aller sur le site de CEGIBAT qui renvoie également vers
vers l'outil Enerprix. Alors je vais passer rapidement sur la manière de saisir une étude. C'est assez simple et je vous laisserai le tester vous-même. Sachez juste que pour vous connecter, il faut faire la demande d'un identifiant et d'un mot de passe, mais l'accès au site est gratuit. En modélisant par exemple un bâtiment d'enseignement à Lyon, c'est l'exemple que je vous avais préparé pour aujourd'hui, voilà un petit peu les résultats que vous pouvez visualiser si jamais vous voulez intercomparer. Donc ici, électricité, gaz naturel et fuel. Le bois est aussi possible d'ajouter, mais ça faisait déjà un écran assez chargé. Donc les différents prix qui s'affichent, donc vous avez déjà des prix différents par énergie. Donc là vous voyez alors 133, je vois pas très bien, euros hors TVA pour l'électricité, 55 pour le gaz et 89 pour le fuel. Vous avez ces prix qui sont exprimés en euros hors TVA, mais également en euros de toute taxe et en euros TTC. Comme ça, vous pouvez utiliser vraiment le prix qui correspond le mieux à la modélisation que vous en faites dans votre projet. Vous avez également qui s'affiche un budget pour la première année et un budget sur 10 ans avec une évolution projetée des prix des énergies. Vous pouvez tout à fait modifier vos hypothèses de base ou aller les vérifier grâce au bouton éditer. Et vous pouvez aller plus loin donc en cliquant sur chacune des briques énergétiques pour visualiser la décomposition du prix de l'énergie, donc avec une brique fourniture, commercialisation, acheminement et fiscalité. Et puis intercomparer aussi pour chaque énergie différents scénarios de projection. Donc un scénario d'augmentation basse, un scénario d'augmentation médiane et un scénario d'augmentation haute. Et pour aller encore plus loin, en bas de la page, vous avez deux boutons. Un qui vous permet d'accéder à la synthèse des hypothèses de l'outil, donc qui vous permet de vérifier toutes les sources et toutes les hypothèses qui ont été prises, notamment au niveau de l'évolution de la fiscalité. Comme ça vous permet d'avoir des hypothèses et des bases solides à présenter à vos clients. Et puis, il y a également un bouton qui vous permet d'exporter une feuille Excel de résultats dans laquelle vous retrouverez vraiment tous les résultats extrêmement détaillés de ces prix des énergies qui sont sortis par l'outil. Donc vous retrouvez les prix de chacune des composantes énergétiques du prix global, donc avec tout ce qui est acheminement, chacune des taxes, les différentes décompositions des coûts des fournisseurs. Tout ça avec la projection toujours sur 10 ans, avec des scénarios toujours faibles, médians et hauts. Et pour chaque énergie, vous disposez de deux onglets. Donc un onglet qui vous exprime ses coûts en euros par an et un autre en euros par mégawattheure, ce qui vous permet d'avoir une palette de données qui sont directement exploitables pour vos études et vos projections. Et puis, surtout ce qui est important, qui sont toujours les plus à jour possibles, notamment pour les prix qui varient le plus, qui sont ceux du gaz et de l'électricité. On va du coup prendre les dernières questions qui ont été posées, si on a encore 5 minutes pour répondre aux dernières questions. Alors, il y a pas mal de questions sur l'électricité. Il en restait une qu'on n'avait pas traitée, donc je te la pose, Alexis. Est-ce qu'il y a encore un intérêt à négocier des prix heures creuses et heures pleines et est-ce que les tarifs EJP sont encore intéressants? D'accord, alors là il y a plusieurs questions puisque le JP c'est plutôt lié avec le mécanisme de capacité. Alors il faut savoir que on va d'abord traiter la partie capacité. Aujourd'hui les jours JP n'existent plus en l'état, par contre il est toujours intéressant si vous disposez soit d'une capacité de production, donc par exemple d'un groupe électrogène, soit que vous êtes capable de vous effacer du réseau et de rendre un service au réseau pendant un contexte donné de stress sur le réseau et que vous êtes capable de vous effacer et que c'est notable. Alors vous pouvez mettre en place des contrats d'effacement. Là on vous incite à vous rapprocher des différents opérateurs d'effacement. On n'est pas rentré dans le détail ici, mais c'est un marché tout aussi concurrentiel que les fournisseurs. Vous avez donc différents opérateurs et de voir avec eux les mécanismes qui sont possibles de mettre en place, les conditions, les prérequis qu'il y a derrière en termes de durée d'activation, de quantité d'énergie, de puissance à effacer, etc. Ces mécanismes donc existent toujours, ils sont toujours intéressants puisqu'on l'a dit, les coûts de capacité sont maintenant une part intégrante de la facture, donc il y a des ressources allouées à ça et donc des primes que les clients peuvent récupérer derrière
pour mettre à disposition du coup cette capacité soit de production, soit d'effacement. Donc ça c'est toujours très intéressant, il faut se rapprocher des opérateurs d'effacement ou de sociétés de conseil pour voir ce qui est faisable. Pour ce qui est des parties, donc heure creuse, heure pleine, c'était ça la question. C'est ça, tout à fait. Alors, oui, plusieurs, il y a en effet plusieurs stratégies. On peut être sur ce qu'on appelle 5 postes, c'est-à-dire avoir des heures pleines d'été, d'hiver, creuse, été, hiver et la pointe, ou alors être sur par exemple un tarif unique. Ça va avoir de l'intérêt en fonction de votre profil de consommation. Je vais vous donner simplement un exemple d'optimisation que l'on peut réaliser. Aujourd'hui, il faut savoir que l'électricité étant encore pour une bonne part utilisée par du chauffage, en particulier par des particuliers, l'électricité a tendance à être un coût de fourniture plus élevé en hiver. Et donc pour des profils tertiaires qui se chauffent avec du gaz naturel et qui par contre vont se climatiser de plus en plus avec de l'électricité, il y a un fort intérêt à mettre en place un tarif 5 postes. C'est des choses que l'on simule, que l'on regarde. Pourquoi ? Parce que vous allez bénéficier d'un tarif heure pleine, heure creuse, mais été plus faible, alors que c'est le moment où vous consommez le plus d'électricité. Donc là, c'est tout à fait intéressant. Alors il y a 2 remarques également qui se rejoignent. 2 personnes qui disent qu'on subit une augmentation de 10% pour le gaz. Alors je ne sais pas si c'est dans l'absolu ou en juillet. Je pense que derrière ça, il y a 2 réponses à apporter. À la fois une réponse sur l'évolution des marchés et puis une réponse sur les augmentations du tarif réglementé, peut-être. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on l'a vu, le marché du gaz depuis 2015 a connu une période, si on résume globalement, une période de grande baisse. Donc là, il y avait des parts à prendre sur les marchés, etc. Il y avait des prix très intéressants. Après, tout ceci s'est un petit peu calmé. On a eu une montée progressive jusqu'à atteindre des sommets. De nouveau, un marché qui se stabilise, on va dire, aux alentours des 15 euros grosse maille du mégawattheure. Après, un phénomène très particulier qui était quand même le confinement et la crise Covid qui a tiré les prix vers le bas. Aujourd'hui, on a une reprise forte, donc il n'est pas illogique que les prix réaugmentent. Je ne sais pas si on peut parler de subir une hausse, en tout cas là, comme tu le disais, depuis quelques temps, on subit, oui, en effet, la hausse. Et il y a aussi, pareil, personne n'a de boule de cristal dans cette pièce, mais il va falloir parler que ceci va quand même avoir tendance à se stabiliser vers un prix marché peut-être un peu plus faible. Là, on a vraiment quelque chose qui est très très particulier sur ces dernières semaines. Oui, puis ce qu'on voit, c'est que les prix des différentes énergies sont corrélés dans leur augmentation aussi et que ce n'est pas simplement un effet sur le gaz qui serait particulier. Tout à fait. Après, il y avait une remarque qui était vraiment typiquement en juillet. Alors, je ne sais pas si ça fait écho aux annonces de l'augmentation des tarifs réglementés justement au mois de juillet, qui sont un petit peu moins de 10% d'ailleurs. Il s'agit bien d'augmentation sur le tarif réglementé, donc on n'est pas du tout sur le tarif de marché dont on vous a parlé aujourd'hui. Le tarif réglementé visant à disparaître, voilà, il faut être prudent avec ces effets d'annonce qui finalement ne représentent pas les coûts de la plupart des consommateurs aujourd'hui. Je crois qu'on est passé à peu près partout. Est-ce qu'on a encore le temps de prendre une question ? On s'arrête ? Je crois qu'on... Une petite question. Alors, une question plutôt sur la fin. Sur le coût de stockage, est-ce que le coût de stockage refacturé au client dépend du fournisseur ? Alors non, le coût de stockage refacturé au client est plutôt, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, ne dépend pas du fournisseur, et il dépend du prix qui est fixé annuellement par la CRE pour la composition du tarif de stockage, et il dépend du profil du client, à savoir s'il est plus ou moins sensible et s'il va consommer plus ou moins de gaz en hiver par rapport à son profil de base. On va s'arrêter là du coup pour les questions. Il en reste peut-être une ou deux, on essaiera de revenir vers vous avec les réponses. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis pendant ce webinaire. Merci à Alexis d'avoir si bien exposé cette complexité des marchés de l'électricité et du gaz. Encore une fois, vous allez pouvoir retrouver l'intégralité de ce webinaire en replay. Un lien va vous être envoyé par la plateforme Webikeo. Et j'en profite pour annoncer la prochaine émission CJBAT qui aura lieu fin novembre et qui aura pour sujet la rénovation des logements collectifs. Donc, vous pouvez d'ores et déjà noter ce rendez-vous à cette période. Merci beaucoup, merci à tous. Merci à tous de nous avoir écoutés. Et très bonne journée. Bonne journée. Au revoir.